Alors bonjour à tous, on va vous faire une présentation, donc, comme je disais tout à l'heure, sur Spring Boot. Qui dans la salle connaît Spring Boot ou l'a déjà utilisé un petit peu? Ok. On se présente rapidement, donc, je suis Nicolas Josviac, consultant Xebia et directeur de projet de Xebia Studio, principalement développeur et agiliste. Thomas Offredou, consultant Xebia et développeur aussi également. Alors, Spring Boot est initié par ces deux personnes. Donc Philippe Webb, c'est une des personnes qui est à la base de Spring Core, qui travaille activement sur Spring Core, donc quelqu'un de très, très solide. Et Dave Sayer, qui est le créateur de Spring Batch. Donc ces personnes-là savent de quoi elles parlent. Et on va vous présenter le résultat de leurs travaux. Alors Spring Boot, c'est un projet qui a quoi maintenant, 2-3 ans, non? 2 ans 2 ans bien avancé, on va dire. 2 ans. Et donc la dernière release, c'est la 1.2.3, celle qu'on va vous présenter. Date de mars de cette année, donc assez récente, ils sont assez actifs, c'est de plus en plus utilisé. Les objectifs, on pourrait même dire l'objectif principal, c'est pour tous ceux qui font du Spring, un tantinet sur leur projet. Il y a une grande panoplie de projets Spring. On est vite perdu rapidement entre les dépendances, les versions, etc. Ça peut devenir assez vite la galère. Du coup, là, je vous ai mis un petit extract, parce que la liste est encore plus longue que ça sur tous les projets Spring qui existent. Donc, il y a du DataRes, il y a DataJPA, il y a du Mongo, enfin, il y a plein de trucs. C'est assez hétérogène. Et il y en a qui ont déjà essayé de mettre plusieurs projets Spring avec des versions différentes dans leur projet, non, jamais. Donc ça peut devenir vite la galère. Et donc Spring Boot se propose de résoudre principalement ce problème. Alors, l'objectif de Spring Boot, c'est une convention over configuration et donc de démarrer rapidement. Du coup, j'ai inversé les deux, c'est pas très grave. Démarrer rapidement et convention configuration. Donc, on va essayer de limiter la quantité de configuration et utiliser au maximum les annotations pour décrire le comportement qu'on souhaite. C'est orienté Ops dans le sens où on va avoir tout un tas d'outils qui vont nous fournir des métriques automatiquement. La gestion de conf, alors c'était déjà le cas depuis Spring 3. Donc là, ils sont allés un petit peu plus loin, on va le voir. Et pas de génération de code, donc contrairement à Spring Root, qui est un autre projet de Pivotal, qui donc générait tout un tas d'éléments. Là, la configuration va se faire au runtime et par détection principalement, et repose là-dessus sur de fonctionnalités Spring 4, je crois qu'on le voit plus tard. Voilà. On va voir une application complète. Spring, alors c'est un Hello World, mais on voit qu'ils ont réduit au minimum du minimum ce qui est nécessaire. Donc c'est en Groovy. Et pour démarrer, on utilise, pour l'exemple là, c'est pas comme ça qu'on va les lancer en production, parce qu'après on va voir des applications Java très classiques, un jar. Donc Spring Run app.groovy qui va démarrer un Tomcat ou un Jetty. Ça change selon la version de Spring Boot qu'on utilise, ça évolue un petit peu. Pour dire que contrôleur Spring, mapper le slash pour répondre Hello World sur la requête. Tout ce que ça fait, mais ça, du coup, il n'y a pas plus de conf. Donc on n'a plus toute la config XML à faire. Comme tu veux. Pour démarrer avec Spring Boot, c'est assez simple, entre guillemets. Donc c'est à partir du JDK 1.6 et supérieur. Donc là quand même, oui, il est temps. Je suppose que dans la salle, il n'y a plus beaucoup de personnes qui utilisent Java 6, si encore un peu peut-être, si, ça dépend des structures. Maven supérieur à 3.1 et ou Gradle 1.6.
Comme le disait Thomas à l'instant, ça repose pas mal sur les nouveautés de Spring 4. On y reviendra après dans le détail, notamment sur les annotations conditionnelles, pour ceux qui connaissent en détail. Et c'est donc, au niveau du thème, ça permet de gérer tout ce qui est microservices et donc une orientation architecture standalone. Ça favorise ça, comme on vous l'a montré avec l'exemple à l'instant. On a une web app en quelques lignes et c'est ultra simple. Juste architecture standalone, ça veut dire qu'on va générer un jar autonome. Et donc on va juste faire java-jar mon appli, on n'a pas besoin d'installer un Tomcat à côté pour y mettre le war dedans. On la déploie telle qu'elle. Voilà. Donc on va balayer quelques annotations assez pratiques et qui sont à la base de Spring Boot. Donc le @enable autoconfiguration, ça permet de charger automatiquement les configurations dans Spring. Donc avec l'exemple qu'on vous a mis, vous ajoutez cette annotation. Vous avez un fichier de properties à côté, il sait le reconnaître. Une fois que c'est dans votre classe pass, c'est bon, c'est automatique. Donc ça, c'est assez pratique. Du coup, après, derrière, on a d'autres... on peut se baser, comme je disais, sur Spring 4. Du coup, les add conditional, sauf qu'eux, ils ont été un peu plus loin. Donc il y a sur la classe. Donc là, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là, cette configuration va être chargée que lorsqu'on va avoir Mongo dans notre classe pass. Donc sinon, il ne va pas forcément le faire. Il faut lui forcer la main. Sur le bin aussi, est-ce que le bin il a été chargé dans mon contexte Spring ou pas? Et aussi on a rajouté un autre add conditional sur une expression. Donc là ça va regarder si dans un fichier de properties ou un YAML, on verra après, si cette propriété est à true. Donc là aussi on peut faire pas mal d'activation, désactivation de services dans ces cas-là. Exact. En fait, ici, ça va faire une interpolation expression language, comme on le faisait avec Spring, comme là dans les values. Donc, par défaut, ça va effectivement aller lire dans les fichiers de properties. Mais tout ce qui est expression language va être utilisable là-dedans. Alors, add conditional on missing bin, donc c'est le contraire de on bin. Donc là, c'est s'il y a un bin qui est manquant. Donc là, on peut forcer le chargement si on veut ou pas. Donc là aussi, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Sur l'expression, donc là aussi, on y revient encore une fois. Donc là aussi, par exemple, pratique, si on veut activer la sécurité ou pas. Typiquement, moi, je suis en dev, j'ai envie de passer outre ça. Et lorsque je passe en recette, en intégration, je peux l'activer. Du coup, on peut avoir des fichiers properties différents suivant les environnements. Donc, vas-y. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est également sont des bins. Enfin, ce sont des bins, c'est une configuration. Donc, on peut aussi utiliser nos conditions pour charger telle ou telle configuration, ce qui nous permet, à partir de properties, de modifier les bins Spring qui vont être chargés au démarrage. Et là, ça, c'est vrai que c'est plus facile c'est plus propre en tout cas que d'avoir à changer la conf. C'est fait uniquement par un properties et on garde tout le temps le même livrable. Sur une propriété aussi, donc là on descend un cran un peu plus loin. Donc même on peut faire vraiment des choses assez fines comme on regarde s'il y a le préfixe et la valeur. Donc on a vraiment le choix, on est assez libre. Spring Boot nous offre cette liberté. Donc là on en a vu un certain nombre, il y en a d'autres, on ne va pas toutes les balayer, mais du coup ça permet vraiment de piloter ses classes et ses chargements comme on veut, et suivant les différents environnements. Ça aussi, c'est la grande souplesse. Alors là, un exemple un peu plus complet d'une application qui fait autre chose que Hello World. Du coup, là, c'est en Java. Donc c'est un peu plus verbeux que Groovy tout à l'heure. Là, ici, c'est l'application principale. Donc c'est ça que je vais devoir lancer avec ma commande run. Du coup, ça va charger cette classe. Ça va donc charger la configuration automatiquement. Je vais importer un repository MVC, donc je vais revenir après. Et j'active JPA, repository JPA. Donc derrière, ça va vous charger toutes les librairies qu'il faut. Vous n'avez pas grand-chose à faire au niveau de la déclaration des librairies. Bien sûr, il faut quand même mettre une entité. Donc là, ça ne change pas de ce que vous connaissez sans doute si vous avez l'habitude d'utiliser JPA.
une entité avec un ID, etc. Getter, setter, classique. Et là, par contre, c'est là où il y a la magie de Spring Boot, c'est que du coup, j'ai déclaré un repository, ressource, que j'ai dû déclarer dans mon application tout à l'heure. Je lui dis que le pass, ça va être client. Donc typiquement, si on va dire j'ai un localhost, je peux faire /client, je vais pouvoir accéder après à toutes les opérations sur mon entité client. En plus, je lui ai demandé que ce soit paginé et ordonné. Donc je vais pouvoir faire des finds, etc. Sans rien déclarer en dessous. Ça, c'est après lui qui s'occupe de tout gérer pour vous. Ce que vous voyez là, c'est plus spécifique à Spring 4 qu'à Spring Boot. Maintenant, Spring Boot, ce qu'il va faire, c'est automatiser au maximum l'instanciation de ces classes-là. Voilà. On économise pas mal de lignes. Mais bon, après, il faut comprendre ce qu'il y a derrière aussi. Hein. C'est assez magique. Du coup, si on regarde un peu dans le détail, avec ce que je viens de vous montrer, en fait, on a du Spring MVC automatiquement derrière qui est chargé, JPA Hibernate, du Logback, du Tomcat et du Spring ATOS. Ça, c'est parce que Spring Boot charge forcément, ça correspond à ce qu'on va vous montrer. Hein. Donc, par le minimum que Spring charge, finalement, c'est rien de tout ça. On peut se contenter d'une application standalone qui va quand même charger par défaut Logback, mais on peut lui dire de ne pas le faire. Par défaut, pareil, il va charger Spring MVC, mais c'est juste un petit paramètre pour lui dire de ne pas charger toute la couche Spring MVC qui dépend de Tomcat. Spring HTOS, nous on l'a mis, c'était parce que pour être intéressant, mais on peut faire du REST sans être RESTful, et encore moins HTOS. Ouais. Alors les starters, donc c'est comme je vous disais, JPA, c'est automatique, c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même lui déclarer des dépendances. Et du coup, ces dépendances, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un parent. Donc le parent, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire du Maven ou autre, vous avez toujours une librairie parente. On a le starter parent qui est la librairie commune à toutes les sous-librairies. Donc ce qui est pratique, c'est une fois qu'on lui définit la version de Spring Boot, donc en l'occurrence ici 1, 2, 3 release, la dernière, après quand on va utiliser du JPA, du MVC, de la MQP, etc., on n'a plus besoin de s'occuper des versions. Lui, automatiquement, il fait référence à ce parent-là. Donc, quelques starters. Donc, web. Web, qu'est-ce que ça importe? Ça importe Tomcat, Spring MVC, Logback. Donc, vous avez juste ça à déclarer. Je vous montrerai tout à l'heure, on vous fera une démo, on vous montrera un peu comment ça s'organise. Alors, je suis allé regarder la dernière version de Spring Boot. Ils ont remplacé par défaut Tomcat par un Jetty. Ce qui ne révolutionne pas, il est toujours possible de changer l'un pour l'autre, mais avant c'était Tomcat par défaut. Voilà, juste pour le savoir. Starter JPA, donc tout à l'heure quand je vous montrais le repository, en fait on a importé ça, donc c'est du JPA Hibernate, Hibernate c'est par défaut, on peut le changer bien entendu, Hibernate validation et Tomcat connection pool, si on utilise Tomcat bien entendu. Non, indépendamment. Indépendamment aussi. Ouais, il me semble que c'est indépendant. Ah ouais. Ouais. Donc Starter Security, donc pour ceux qui ont fait du Spring Security à part aussi, c'est un peu complexe, il y a pas mal de dépendances. Là on déclare juste le Starter Security et on peut utiliser tout ça, donc du Basic Auth, etc. Alors je ne sais pas si vous aviez, on l'a vu tout à l'heure, quand on a mis Configuration on Class, il va appliquer un comportement en fonction de ce qu'il détecte, si une classe est présente. Donc quand on applique le Starter Security, ça ne veut pas dire qu'il va charger tout ça. Ça veut dire qu'il va regarder s'ils sont présents, et s'ils sont présents, alors par classe, si les propriétés sont définies, un certain nombre de paramètres, peu importe, il va les démarrer, les charger en mémoire et donc les utiliser. Ce n'est pas tout ça qui est chargé systématiquement dans l'app. Les starters, globalement, ils fournissent une autoconfiguration pour détecter un maximum de choses en fonction des dépendances qu'on a mis. Actuator, donc là c'est quasiment, je pense, un des peut-être plus utilisés dans Spring Boot et ce qui apporte beaucoup de valeur.
Il fournit pas mal de choses, notamment les mailtrix, L-check, des informations d'environnement, etc. Donc ça c'est assez pratique, notamment aussi les pages d'erreur par défaut, parce que dans beaucoup d'applications on n'y pense pas forcément, ça il le fait pour vous. Et je reviens dessus, surtout sur les métriques, c'est assez confortable d'avoir des informations gratuitement entre guillemets sans faire de dev derrière. Donc il y en a d'autres. Donc pour faire des tests d'intégration unitaire, il nous fournit un ensemble d'outils, puisque effectivement il a une manière à lui de démarrer ses starters, etc. Du Jetty, du Mongo, il y en a toute une palanquée. Il y a une liste complète à cette adresse sur le GitHub du projet. Donc c'est vraiment assez pratique. Pas besoin de rechercher encore une fois 10 000 projets Spring et toutes les versions, les bonnes versions. Un petit focus sur gestion de configuration. Gestion de configuration, qu'est-ce que ça apporte? Donc Spring 3 utilise les charges les contextes classes, les context loader, peu importe, charge les fichiers properties pour nous les rendre dispo dans les values. Spring 4 continue d'utiliser ça, va un petit peu loin et amène les environnements. Spring Boot va rajouter une couche à ça pour nous fournir alors, par défaut, il va charger, quand on démarre, il va regarder s'il trouve dans ClassPass application.properties et une charge. On n'a pas à lui dire où il est. Donc on n'a pas de configuration à faire. On a quelque chose qui est valable par défaut. On peut également configurer en YAML à condition qu'on ait la librairie qui permet de parser YAML, Snake YAML, dans notre ClassPass. Donc les emplacements par défaut, donc je viens de le dire, c'est ClassPass. On peut également le mettre dans un répertoire config dans ClassPass ou au même endroit que notre jar ou dans le répertoire config au même endroit que notre jar. Là où ils ont bien fait les choses. Pour surcharger la configuration, ils ont apporté la notion donc, de configuration properties qui sont des classes. Donc on va avoir la possibilité de typer nos propriétés. Ça c'est pas mal, même par rapport à des values où on peut faire une faute de frappe dans l'ID de notre propriété. Ici, comment le comprendre? C'est donc un component, un bin qui va être chargé par détection ou par configuration. Configuration properties, on le déclare comme configuration properties avec un préfixe qui signifie, ici c'est myapp, que dans mon fichier de propriété, application properties, je vais avoir myapp.foo égale bar. Et donc j'aurais pu prendre directement ce qui était marqué au tableau. Donc j'aurais myapp.version égale 1.0, myapp.motd égale une autre valeur. Et ils vont être automatiquement setés là-dedans. Ensuite, ce fichier de configuration, je vais pouvoir... Donc voilà un exemple ici en YAML de ce qu'on va pouvoir retrouver, myapp version. Et réutiliser directement mon fichier, ma classe properties, client properties, en injection dans un service. Et donc, avoir directement mes propriétés typées qui correspondent, qui sont beaucoup plus safe. Et puis, comme on peut avoir plusieurs properties, les découper, puisqu'on peut mettre un préfixe, donc on peut avoir plusieurs composants de configuration properties qui correspondent à des configurations de différents services, différents composants externes par exemple, et injecter au besoin, et pas forcément avoir un gros fichier de properties. Enfin, plutôt pas avoir une grosse classe. Et du coup, on peut quand même avoir un seul fichier de propriété, ça c'est intéressant. Donc ici, il est injecté classiquement. Voilà. Comment on peut également faire de la gestion de conf en utilisant les profils Spring qui ont été apportés, donc c'est du Spring 3.2 ou 4, je ne sais plus bien, mais c'est pas si récent que ça. Comment ça fonctionne? Ici, on active un profil instance 1 au lancement du jar et il va établir donc une hiérarchie de fichiers d'emplacement qu'il va aller chercher. Il va commencer par application.yml, en plus application
instance1.yaml qui correspond au profil que j'ai chargé. Et le dernier écrasant le premier. Donc on va pouvoir avoir un fichier qui s'appelle application.yaml qui définit mes variables globales pour mon environnement de production par exemple. Et ensuite avoir pour chaque instance peut-être des configurations spécifiques d'une ligne, s'il n'y a qu'une seule propriété qui diffère. Typiquement le port du serveur, si c'est sur la même machine, donc on peut pouvoir faire tourner 10 instances juste en changeant cette valeur-là. Ces valeurs-là, alors on peut spécifier d'autres fichiers donc, au moment de l'exécution. C'est séparé par donc une liste, séparée par des virgules. Donc ça, je pense que c'est ce qui va être le plus utilisé, puisqu'on va vouloir maîtriser l'emplacement de ces fichiers de conf, et puis le nom qu'on leur donne. On peut le faire donc à l'exécution. Un dernier qui n'est pas spécifié, c'est le classique valeur égale, pardon, properties égale valeur, qui va surcharger en dernier lieu les valeurs de nos fichiers de configuration, donc dans la ligne d'exécution. Alors, autre gros point fort de Spring Boot, c'est Spring Cloud, qui est là beaucoup plus récent. C'était introduit à partir de milieu d'année dernière, fin d'année dernière. Il y en a qui en ont entendu parler? Non. Alors, Spring Cloud, si on prend un niveau un peu plus haut, qu'est-ce que c'est censé aborder? Ça permet de faire de la gestion de configuration versionnée et ils appellent ça distribuée, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir mettre une configuration en endroit et on va pouvoir taper, d'autres services vont pouvoir taper sur cette configuration en commun. Faire de la découverte et l'enregistrement de services à la volée. Donc là, c'est pour répondre aux besoins microservices dont on a déjà vu dans une précédente présentation. Faire des logs distribués aussi. Donc là, on va pouvoir, par exemple sur Amazon, mettre plusieurs logs entre différents services pour pouvoir les gérer. Faire de l'élection de leaders dans un cluster, etc. Donc ça, c'est tout ce que nous permet Spring. Encore, il y a une adresse qui vous dit en détail tout ce que ça fait. Nous... Je vais juste dire, le premier, donc gestion de configuration versionnée, on a vu que par défaut, on avait dans la ligne de commande spécifier les fichiers de properties, les configurations. On va également avoir, Spring Cloud apporte une manière centralisée par annuaire donc de faire de la configuration. Ça ne révolutionne pas, c'est simplement une nouvelle manière qui va être du coup intégrée directement et utilisable directement aussi simplement qu'on utiliserait un fichier de properties. Ça, c'est appréciable. Typiquement, de ce que j'ai vu, c'est qu'il est possible de sauvegarder une version de la conf dans un GitHub et de taper différents services sur ce GitHub-là. Et comme ça, on peut versionner. Par exemple. Donc, il y a aussi du clé valeur, ouais. Ça peut être assez pas pratique. mal de choses. Ouais. Nous, on fait un petit focus sur Spring Boot Netflix. Donc, ils sont mis avec Netflix pour proposer tous les outils de Netflix. Donc il y en a un certain nombre. Parmi ces outils, on a le service Discovery, donc avec Eureka notamment. Donc on va aller dans le détail après. Circuit Breaker avec Istrix. Donc je vais expliquer ces notions au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Du load balancer côté client. Donc je crois qu'ils utilisent c'est du Ribbon, la technologie. C'est ça, Ribbon. Du monitoring. Donc là, monitoring c'est fourni par Istrix aussi. On va vous montrer les dashboards. Et du routeur et filter avec Zool. Toutes ces technos-là, ça vient de chez Netflix. Donc ils ont intégré les librairies chez eux. On vous propose une démo pour vous montrer en action comment est-ce que déjà nous on fait des microservices avec Spring Boot, comment est-ce qu'on gère les cas d'erreur, comment est-ce qu'on fait du monitoring. Donc on va vous expliquer en quoi consiste cette petite application. Donc c'est une gestion des actions. Donc, ce qu'on attend par action, c'est un ID avec une valeur, tout simple. Et on va décider ou non d'acheter ces actions-là suivant certaines valeurs. Alors, petit schéma d'architecture pour commencer. Donc on a un serveur ici qui va émettre donc, des actions. C'est toutes les 5 secondes, il va les émettre. Il va les envoyer dans un RabbitMQ. Je précise que ce serveur-là, c'est donc
un Spring Boot, donc c'est une application à part qui va démarrer toute seule. Nous, on a choisi de mettre ça dans du Docker, donc pour démarrer plus simplement et pour pouvoir gérer tout d'un coup. Donc ces actions, je reprends, vont dans un RabbitMQ, donc fameuse queue. Le client va lire dans cette queue-là et suivant certaines valeurs, va les acheter et lorsqu'elle achète ces actions, les sauvegarde dans un MongoDB. Il y a un registry, donc en fait ces deux applications vont devoir s'enregistrer auprès d'un annuaire, on va appeler ça un annuaire, donc faire de la découverte de services. On vous fera une démo pour vous montrer lorsqu'on rajoute plusieurs clients ou plusieurs serveurs, ça s'enregistre ici et au niveau des ports et des IP c'est transparent pour l'utilisateur en quelque sorte. Le cas qu'on va aussi vous montrer, c'est j'ai mon RabbitMQ qui tombe, donc pour X raisons. Là, on va le couper nous-mêmes. Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire donc un circuit breaker qui va, au lieu d'envoyer les actions là, les envoyer dans un Mongo, donc c'est-à-dire les sauvegarder le temps que Rabbit se remette en place, redémarre et rejouer les actions. Donc là, nous, on va juste s'arrêter à sauvegarder des actions là-dedans pour vous montrer. Et après, lorsqu'on redémarre RabbitMQ, ce canal va se réouvrir. Oui. Tout ce que tu avais sauvegardé dans MongoDB, ça répliqué dans RabbitMQ? Nous, on ne l'a pas fait pour la démo, mais on peut le faire après. Effectivement, on peut rejouer tout ce qui a été fait dedans, mais pour des soucis de temps de démo. Là, c'est juste de montrer les patterns de circuit breaker et ouvert. Voilà. Excusez-moi, mais pourquoi sauvegarder dans MongoDB, sachant que RabbitMQ le fait déjà? C'est purement pédagogique. Oui. C'est vraiment juste pédagogique pour la démo. Voilà. Ouais. Ça n'a aucun intérêt, plus que de montrer qu'on est capable de réagir à une panne. Voilà, si je le coupe, quand même, si je le coupe là, les actions sont plus envoyées dans RabbitMQ. Oui, on va détruire RabbitMQ là. On va le détruire. Au lieu d'en perdre, je préfère les sauvegarder. Effectivement, si elles sont déjà dedans, il va les rejouer. Mais là, elles ne vont même pas arriver là, du coup. Mais encore une fois, oui, c'est pédagogique. Hein. Vous verrez les règles métiers plus tard. Juste un petit focus sur les technologies pour mieux comprendre. Donc, on va utiliser du Istrix, donc c'est Spring Boot qui nous le fournit. Ça permet la tolérance à la panne, donc là avec des annotations, c'est assez pratique. Istrix, c'est un projet à part, on peut l'utiliser. C'est pas complexe à utiliser, mais il y a quand même un peu de code à faire pour gérer Circuit Breaker. Avec Spring Boot, c'est deux annotations et c'est bon, on a un Circuit Breaker assez simple. On a du monitoring en temps réel, il y a un dashboard vraiment assez simple. Là aussi, c'est une annotation et une conf à ajouter. Et on voit en temps réel le monitoring. Et ça permet de faire de la gestion de la concurrence, mais ici, on ne va pas l'utiliser, mais c'est assez pratique aussi. Eureka, pour la découverte de services. Donc, comme je vous expliquais, on a un service de registry. Donc, ça va être basé sur Eureka, qui va pouvoir détecter les IP, les ports, et faire le bon mapping, etc. Et du coup, comme je disais, c'est un annuaire de services. Et là aussi, c'est deux annotations et quelques lignes de configuration dans notre fichier Properties et on a un annuaire de services. Donc vraiment très pratique et aussi un dashboard. C'est un registry qui est en Java, donc ça explique aussi qu'on peut les démarrer facilement. Go pour la démo? Voilà, démo. C'est parti. Juste prendre la chaise. Alors. Tout le monde voit à peu près ou... Une présentation, ça. Tout le monde voit. Non, du coup, je vais peut-être pas commencer par ça. Hop. Ouais. Il n'a pas... Hop, hop. Donc, déjà, on va commencer par la base. Voilà, j'ai donc mes trois applications. Donc, pour des raisons pratiques, on a tout mis dans un même module, mais il faut voir ça comme trois applications indépendantes, trois services. Donc, on va partir du serveur. Donc, c'est lui qui envoie les actions. Donc, rapidement, un peu de conf, comme je le disais tout à l'heure. On a juste des dépendances à mettre. Zoom un peu. Ah, pardon. Quelques dépendances à mettre. Donc on n'a pas besoin de rappeler les versions, comme je le disais, c'est le starter parent
qui fait office pour les versions. Par contre, pour tout ce qui est Histrix, Eureka, on est obligé de le préciser parce que c'est plus récent et ils sont encore... Alors, toute petite précision, parenthèse là-dessus. En fait, le starter parent, lui, utilise le projet, entre guillemets, qui est le Spring Platform, qui a pour seul rôle que de recenser des dépendances compatibles entre elles. Et donc, on donne la version de Spring Platform et automatiquement, il va nous définir les versions de tout un tas de dépendances classiques, hein, Jackson, Mongo, énormément de choses qu'on a l'habitude d'utiliser et ça nous évite d'avoir à nous les spécifier. Et plus intéressant, ça nous permet de faire évoluer juste cette version-là et eux, ils ont vérifié pour nous que Hibernate était bien compatible avec Logback et autres. Voilà. Pourquoi donc du coup on est obligé de le mettre, c'est que ça, c'est pas géré dans Spring Platform. Juste, alors notre application, donc c'est le point d'entrée pour démarrer l'appli. Comme je le disais, donc là on lui dit que c'est une application Spring Boot. Je mets du scheduling, donc là ça va être pour lui dire moi je vais envoyer des actions toutes les 5 secondes pour ça. Donc j'active le circuit breaker pour lui dire je vais utiliser la fonctionnalité de circuit breaker. J'active Eureka pour dire à mon registry ici tu as un service Eureka tu vas avoir de l'abonnement et le dashboard Histrix. Donc avec ça j'ai une application où je peux faire du monitoring et résiliente. Je ne rentre pas dans le détail des autres codes, mais bon, on a un contrôleur. Si quand même le contrôleur, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est juste une exposition donc, des actions qui vont être sauvegardées dans MongoDB. Comme je vous disais, on envoie des actions dans RabbitMQ. Et pour vous montrer que lorsqu'on va couper RabbitMQ, que c'est bien dans MongoDB, je vais vous montrer par le biais d'une interface les actions qui sont sauvegardées dans Mongo. Alors, non, avant ça aussi, on va passer au client. Donc le client, le client c'est comme le serveur, on a une application aussi pour démarrer. Donc Spring Boot application, on active un circuit breaker de ce côté-là aussi, mais on ne va pas forcément vous montrer le circuit breaker ici pour des raisons de temps. Et Eureka aussi, on déclare en tant que client. Eureka, en fait, il faut dire je suis client et il y a un serveur qui est mon registry. Le registry aussi, rapidement. Quand c'est quoi l'enregistrement? C'est le service qui s'auto-enregistre? Oui, c'est ça. Ouais. On lui fournit l'URL du service. En fait, voilà, ici j'ai mon serveur, mon registry. Donc là, c'est mon serveur Eureka. Je dis, là tu es mon serveur, tu vas avoir des clients qui vont se connecter à toi. J'ai un fichier de conf. Alors du coup, pas registry. Ouais. J'ai un fichier de conf qui dit, ici, ça va être mon service qui va s'appeler Eureka, mon registry, sur ce port-là. Et du coup, les autres vont devoir s'enregistrer auprès de lui comme ça. On verra tout à l'heure par le biais de l'interface, ça vous parlera sans doute plus, ce sera peut-être plus clair. Arrêtez-moi si c'est pas clair. Alors, on est parti. Hop, voilà, vous voyez à peu près là. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous on est parti sur tout avec du Docker, donc on ne va pas rentrer dans le détail. En fait, ce qui va se passer là, c'est que je vais démarrer mes 3 services en même temps, donc avec Docker. Les 3 services sont dockerisés. Donc on est parti. Je vais faire un log juste après. Donc voilà, là lorsque je fais un PS de Docker, j'ai tous mes services qui sont démarrés. Donc je vais prendre... Voilà. Pourquoi également on utilise du Docker? C'est que là on démarre tous nos services, là il n'y en a qu'un, mais si on démarre tous nos services sur le port 8080, c'est Docker qui gère les ports réels sur lesquels, pas réels, mais les ports sur lesquels on va les taper. Donc là, là je regarde les logs de mon serveur. Donc là il démarre, il cherche pas mal de choses. Et au bout d'un moment, on va voir, voilà, si vous voyez, voilà. Là il est en train d'envoyer les actions. Sending action, donc ça il envoie dans RabbitMQ. Donc ce qu'on peut voir, il va falloir que j'arrête. Ce qu'on a vu passer dans les logs, on se rend quand même compte d'une chose, c'est qu'on a écrit peu de code, mais il fait exactement autant de choses que quand on démarre une application Spring classique. Il n'y a pas de magie, il déduit beaucoup plus de choses, mais il charge tout autant de choses. C'est pas plus léger Spring Boot, ça l'est pas moins, mais c'est pas plus léger à l'exécution. Hop. Voilà.
En fait, là, ici, c'est mon client. Donc, est-ce que mon client achète des actions? Donc, comme je disais, on a fait une règle métier simple. Lorsque mes actions, ça dépasse un certain montant, le client va acheter. Donc là, il se trouve que pour le moment, il n'achète pas parce qu'on n'a pas dépassé cette valeur-là. Ensuite, on va aller côté action pour vous montrer que dans MongoDB, il n'y a rien pour le moment. Donc, il faut que je récupère le bon port. Hop. Donc un des composants qu'on n'a pas mis dans notre petite architecture, ce serait un load balancer devant pour gérer ces ports dynamiques là. Voilà. C'est pas... Donc là, on voit que mes actions, en fait, j'ai rien dans Mongo parce que tout passe par Rabbit. Et pour regarder ça, on va faire du Istrix nous fournit le module de monitoring. Donc comment ça se présente? On a le dashboard. Donc en fait, il faut, ça par contre, ils auraient peut-être pu l'automatiser, reprendre l'URL et rajouter .stream derrière pour avoir le live. Et là, voilà. En fait, on a notre méthode qui est appelée. Là. Voilà. Et donc, on voit le graphe d'activité en direct. Donc là, toutes les 5 secondes, on envoie des actions et on a ce monitoring-là. Petite parenthèse, Istrix, tel qu'on l'a fait là, en fait, ça monitore sur chaque service. Donc ici, je fais mon serveur. Il se base sur des logs aussi, on peut récupérer des logs, mais lorsque vous êtes dans ce type d'architecture-là, on en parlait dans d'autres présentations, on le voit dans d'autres conférences, ce qui est intéressant, c'est de faire de l'agrégation de logs. Lorsque j'ai plein de services, moi je veux agréger mes logs à un seul endroit. Spring Boot fournit aussi un outil qui s'appelle Turbine, et Turbine ça permet de faire ça, c'est une surcouche à Istrix si on veut. Alors, après, qu'on a dit sur les microservices dans une autre présentation, c'est que le service doit aussi communiquer ses propres valeurs. Là, elles sont affichées. Donc, il y a aussi une version, on peut les récupérer sous un format utilisable par une machine, mais ça demande d'aller les consulter. L'idéal, c'est quand même de pusher ces informations-là par les logs de manière centralisée et d'adapter les actions en fonction. Du coup, au moins, ça existe et on a vu l'effort que ça nous demande. C'est gratuit, on ne va pas se plaindre. On a un dashboard si on en a besoin. Je retourne ici, j'ai toujours pas d'action dans Mongo, donc mon Rabbit il tourne bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper mon Rabbit. Donc, il est ici. Stopper le Docker. On attend un petit peu. Et du coup, ce qu'on devrait voir arriver ici, c'est le circuit breaker qui va s'activer. Et donc, il y a une méthode par défaut qui devrait prendre le pas. Juste attendre un tout petit peu. Donc déjà, on voit que là, il est en train de faire quelque chose qui s'est arrêté. On regarde les logs sinon, en attendant. Sinon, je rafraîchis. Voilà. Je rafraîchis et là, on voit ce qui s'est passé, c'est donc, il reprend l'activité là, on voit. Et là, il y a une autre méthode qui est apparue, c'est elle qui prend le pas justement, parce que lui, il ne peut plus envoyer dans RabbitMQ. Donc du coup, si je regarde maintenant, je rafraîchis ici, j'ai des actions qui sont dans MongoDB qui arrivent, donc automatiquement. Donc là, il faut y aller. Entre temps aussi, je n'ai pas rafraîchi, mais voilà, il y a eu 2 valeurs d'acheter tout à l'heure, que je n'avais pas montré. Du coup, maintenant, je reviens ici, je redémarre mon RabbitMQ. Et du coup, si on regarde notre dashboard, au bout d'un moment, mon default scène d'action, il devrait arrêter d'envoyer des choses. Il faut juste lui laisser un peu de temps. On va rafraîchir un peu, on va le forcer. Du coup, là, ici, il avait eu le temps d'envoyer des choses. Normalement, il ne va plus en envoyer. Voilà, déjà, vous voyez, là, on rafraîchit, il n'y a plus rien qui arrive. Là, il doit envoyer les dernières choses qui lui restaient. Enfin, vous voyez, dans MongoDB. Donc, il a repris son activité. Et ici, il va continuer à acheter, mais bon, là, comme je disais, ça rapidement, comment se fait le circuit breaker? Parce que, ok, je vous ai montré qu'on avait juste, entre guillemets, une annotation à ajouter. Il y a autre chose à faire quand même.
Donc ici, si on regarde en détail, notre sender qui envoie les actions, en fait, donc là je lui dis, j'envoie mes actions dans RabbitMQ, donc je vous passe la configuration de RabbitMQ, et c'est cette annotation magique qui va nous faire le circuit breaker, c'est-à-dire que lorsque je vais avoir une erreur, donc une exception quelle qu'elle soit, je veux que ma méthode de fallback soit le default send action qui est en dessous. Et donc ici on voit bien, ce qu'on fait c'est que on log et notre action repository en fait ça save dans MongoDB, ce que je vous expliquais. Donc juste avec ça, j'ai un circuit breaker efficace, assez simple. Ce qu'il faut savoir, la petite subtilité qui n'est pas forcément évidente, enfin déjà un des points négatifs c'est que c'est une string ici, du coup source d'erreur potentielle, et il faut que les deux méthodes aient la même signature. Donc typiquement si j'avais un default send action avec paramètre vide juste pour loguer, ça passe pas, il n'en veut pas. Du coup, faire attention à ça. La raison technique derrière ça, c'est que comme il fait de l'AOP, il a bien besoin d'avoir les mêmes signatures de méthode pour être capable de s'en sortir. C'est un des reproches que je préfère à Spring Boot, c'est qu'on lui met une notation, mais pas exact. Nous, on le déduit, ce qui fait pas de souci, mais c'est explicité nulle part. On met une annotation, ça marche. On ne comprend pas forcément tout. Voilà. Alors là, on passe au niveau du registry, donc sur Eureka. Donc là, c'est le dashboard qui est fourni par défaut par Eureka. On voit donc mes deux applications qui sont démarrées, qui ont été enregistrées auprès de lui. Donc là, ici, on voit les statuts up. C'est assez intéressant. On a pas mal d'autres infos, comme le nombre de CPU, l'usage, etc. Ça rappelle un peu Marathon, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Après, tu veux montrer en scaling? Ouais, je le fasse. C'est quelle invitation qui permet au service de sauvegarde des sites de C'est Eureka Enable client et Ouais. Enable serveur. C'est juste ça. Et juste un peu de conf dans Et le encore, fichier YAML. Ouais, c'est ça. On configure là, dans les clients l'adresse du registry et dans le serveur, on lui met la notation enable server et sur les clients, enable client. Et après, lui, il se débrouille. Bon, sur le principe, c'est quand même pas très compliqué. C'est qu'au démarrage, enfin, même pas régulièrement, juste il envoie un ping pour s'enregistrer. Donc, c'est juste une simple requête. Mais c'est simple à mettre en place, du coup. Ça, c'est beau. Ça suffira. Le registry fournit aussi les différentes méthodes qui sont attaquables par les autres services. C'est juste, par exemple, les méthodes comme cette action, ou alors, est-ce que c'est possible d'appeler une action une méthode distante? Une méthode distante, oui. Enfin, si on l'expose, oui, oui. Enfin, là, c'est pas du RMI, on peut pas. Xtrick n'expose pas cette scène d'action. Par contre, nous, on l'a déjà exposé via une API REST, donc on maîtrise déjà. À la limite, je préfère maîtriser ce que j'expose, parce que sinon. Xtrick, on les a pas montrés. On les a pas montrés. Je laisse volontairement tourner un petit peu. Mais Xtrick s'enregistre. Dans le slash metrics de l'application, on a vu tout à l'heure, on parlait d'actuator, en fait, qui expose des métriques, différentes métriques sur la mémoire, sur le nombre de connexions, sur les différents, sur le taux d'erreur des requêtes des clients, des choses comme ça. Et Xtrick vient s'enregistrer là-dedans et donc expose également les métriques qu'on a vues dans le dashboard sur un endpoint unifié qui s'appelle slash metrics. Et ça, c'est pas mal non plus parce que ça, on a un point d'entrée, une interface dans laquelle on va avoir ces informations. C'était sur celui-là. Donc là, j'ai bien mes 3 services qui se sont démarrés, qui se sont instanciés. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, il s'avère qu'effectivement, on va tout sur un même endpoint. Mais c'est quand même pas mal pour démarrer. Petit reproche que... Non, en fait, il n'y a pas tellement de reproches. Eureka, c'est pas mal. Il fait bien le boulot. Il définit, il recense les services. Voilà. Spring
Alors, je sais pas si tu avais d'autres choses. Si, enfin, alors, ce qui est assez pratique, enfin, comme on parle beaucoup de microservices, il y a une des approches qu'on sous-estime beaucoup pour en avoir fait au quotidien en ce moment, microservices sur le cloud, c'est tout ce qui est la découverte de services. Donc, enfin, typiquement, là, ce que Thomas vient de montrer, c'est qu'il a instancié 3 instances. Mais au final, j'instancie 3 instances, mais je ne sais pas forcément sur quelle machine elles vont finir. Là, il se trouve que je suis en local, donc on le sait. Mais sur Amazon, par exemple, avec Marathon, comme vous avez peut-être déjà vu, vous avez un parc de machines, vous dites, voilà, moi je veux 5-6 instances. Je ne sais pas sur quelle machine elles vont finir, je ne connais pas les IP à l'avance. Du coup, des solutions comme Eureka, ça vous aide grandement. Et notamment, donc avec Spring Boot, ça vous facilite la configuration de ça. Donc c'est un enjeu super fort. Donc vraiment Netflix, usez-en, abusez-en. Spring a eu la bonne idée de l'intégrer. C'est moins les concepts qu'ils ont amenés avec Spring Cloud Netflix qui sont vraiment intéressants. Et c'est des patterns qu'ils ont implémentés. Et ça, là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Thomas, par contre, Thomas l'a fait à la main, là. Il a tapé la commande Docker, Scale, etc. C'est là où un outil comme Marathon a tout son sens. On évite de passer en ligne de commande. On passe par des outils graphiques qui sont plus confortables quand même. Donc là, c'est encore une fois pour des soucis pédagogiques. Des questions sur cette démo? C'est assez clair. On va terminer doucement. Donc les critiques, on en a quand même. Hein. Comme on le disait au début de cette présentation, il y a beaucoup de magie. Vous avez vu, je vous ai montré du code. Au final, il y a très peu de code, mais il y a beaucoup d'annotations. Derrière ces annotations, ça charge beaucoup de choses, ça charge potentiellement. Ça fait beaucoup de vérifications pour vous. C'est quand même bien de le comprendre parce que si vous avez certaines lenteurs, certaines choses, des conflits, etc. Moi, en préparant cette démo, j'ai eu certains conflits, hein, même si Spring Boot permet de bien gérer les versions. Il y a des fois, on ne comprend pas trop. Ça reste du Spring quand même. Et il faut maîtriser un minimum. C'est bien typiquement pour faire des POC rapides, pour monter sur des choses pas très compliquées, je pense. Donc ça, ce n'est que mon avis. Hein. Mais on gagne beaucoup de temps comme ça. Oui, j'irai plus loin que le POC, c'est-à-dire qu'on va se retrouver quand même à configurer pas mal de choses. On va se retrouver à maîtriser quand même son environnement, simplement il sera déclaré avec moins d'annotations. Il y a quand même une chose qui est, alors c'est pas dit sur le slide, mais une chose qui est très intéressante, c'est que les configurations, les autoconfigurations, elles sont relativement faciles à lire, dans le sens où on peut aller dans le code et comprendre ce que ça fait. Et on pourrait se demander, tiens, quelle propriété, pourquoi est-ce que ça s'active? Où est-ce qu'il va récupérer la valeur de mon host Eureka? C'est simplement parce que dans mon autoconfiguration Eureka, Properties, je vais avoir à un moment une string qui s'appelle host, un int qui s'appelle port. Et je sais que si je mets dans mon application.yaml, bon là je l'invente, hein, mais c'est eureka.host et eureka.port, ça va directement aller se mapper parce que je suis allé lire que mon préfixe c'était Eureka, que mon host c'était un string et que mon port c'était un entier. Et ça, c'est du coup, quand on ne comprend pas, on peut déjà aller voir en remontant un petit peu le code, qui en plus est open source, donc on peut aller le voir. Voilà. Du coup, je continue. Pratiquement plus de XML, alors c'est plutôt positif, hein, c'est des critiques dans les deux sens. C'est bien, à titre personnel, je préfère la configuration par le code, on a un petit peu plus de souplesse, c'est pas forcément moins verbeux, mais on peut faire plus de choses. Et enfin, on n'aura pas un projet plus simple, hein, et on partira peut-être plus vite et on aura moins de code. On a la même problématique avec Spring, hein, comme tu disais, il masque beaucoup de choses. Quand en une annotation, on fait même pas une classe, une interface vide avec une annotation, on a monté un repository, un data repository qui vient taper sur Mongo, configuré directement sur la bonne base, on peut se dire qu'on n'a pas tout pigé de ce qui se passait réellement. Donc quand ça commence à poser problème, on a exactement les mêmes problèmes. Mais c'est
enfin, c'est stable. On a la même stabilité qu'avec du Spring. Pour peu qu'on fixe un petit peu certaines dépendances, on va avoir les mêmes résultats qu'avec des Spring classiques, mais ils ont encapsulé ça dans une approche plutôt propre. Ouais. Voilà. Enfin, on voit surtout la différence. Encore une fois, ceux qui ont l'habitude ou qui ont fait du Spring, y compris chacun des modules, qui sont amusés avec chacun des modules, et ils ont vu les difficultés. Et lorsque vous utilisez Spring Boot, vous dites ouais, c'est quand même sympa ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés à un résultat vraiment sympa. Ouais, je conclurai juste en disant que Spring, c'est vrai qu'il a tendance à en prendre pour son grade parce que c'est un petit peu ancien. Spring 4 n'a pas forcément révolutionné les choses. Maintenant, c'est des choses qui bougent, mais plus sur les modules qu'ils fournissent que sur le framework en lui-même. Et il s'intègre avec énormément de choses. Donc ça vaut le coup de continuer de jeter un œil sur ces technos-là, sur les technos pivotales en général, pour voir qu'il y a quand même des choses bien qui sortent. D'ailleurs, et aussi, moi j'ajouterais, j'ai oublié de le dire en parlant de Spring Boot, il travaille avec beaucoup de fournisseurs du cloud, donc Amazon, Cloud Foundry, etc., pour proposer des connecteurs et déployer automatiquement sur ces différents clouds. Du coup, il y a un gros travail dessus. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci à tous. Si vous avez des questions.